Alors, le suaire de Turin, appelé aussi linceul, est un linge qui mesure 4,43 m sur 1,10 m. Il aurait servi à envelopper le corps de Jésus après sa crucifixion. Est-ce un faux ou est-ce vraiment le linceul de Jésus? Je vous propose que nous menions notre enquête comme une enquête policière. Tout d'abord, les faits. Alors, je sais que la plupart d'entre vous connaissent par cœur la Passion, mais je vais l'aborder sous l'angle de l'enquête pour insister sur les conséquences physiques et psychologiques de la personne qui l'a subie. Donc, nous avons comme témoin principal Saint Jean et le jeudi 13 Nissan de l'an 30, la veille de la Pâque officielle qui débutera le lendemain soir vers 18 h, Jésus invite ses disciples à un repas pascal. Après le repas, vers 21 h, les 11 disciples sont sortis de Jérusalem pour aller au jardin de Gethsémani sur les pentes du mont des Oliviers. Là, Jésus sait que son arrestation est imminente et il ressent une grande angoisse. Luc nous dira que sa sueur devint comme des caillots de sang tombant jusqu'à terre. Ce phénomène s'appelle hématidrose et il est dû à une vasodilatation des vaisseaux de la peau et des glandes sudoripares. Cette dilatation va jusqu'à la rupture et cet état fragilise la peau et la rend plus vulnérable à un mauvais traitement. Diapositive suivante. Vers minuit, les serviteurs des pontifes et des pharisiens arrêtent Jésus, lui attachent les mains et l'emmènent chez Anne, grand prêtre honoraire, qui l'interroge. Il est environ 1 h du matin. L'interrogatoire ne donne rien et la Pâque officielle et le sabbat commencent dans 17 h. Il l'emmène donc chez le caïphe, son beau-père, grand prêtre. Et là commence le procès légal déjà préparé dès son arrestation vers 22 h. Il sera condamné à mort pour blasphème. La sentence tombe, il est 3 h du matin. Mais il faut attendre que Pilate donne son accord pour la mise à mort. Et en attendant, Jésus est laissé entre les mains des serviteurs du caïphe et des pharisiens qui éprouvent de la haine envers Jésus. Qui veut le frapper peut. C'est un déchaînement pendant 1 à 2 heures. Coup de poing, arrachage d'une partie de la barbe et de la moustache. Ceci était une punition juive pour les blasphémateurs. Nez cassé, pommettes droites tuméfiées et excoriées, les 2 arcades sourcilières enflées. Diapositive suivante. Il est 5h30 du matin. Jésus traverse Jérusalem pour aller à la forteresse d'Antonia afin de voir Pilate. Là, celui-ci ne voit rien à lui reprocher et le dit aux Juifs. Et apprenant qu'il est galiléen et que donc il dépend de la juridiction d'Hérode, il le lui adresse. Il est 7 h. Nouvel interrogatoire. Il ne trouve rien à lui reprocher et le renvoie à Pilate. Là, Pilate condamne Jésus à la flagellation. La flagellation était un véritable supplice. Les Juifs limitaient le nombre de coups à 40. Le suaire montre 120 impacts en sachant que l'on ne voit pas les faces latérales du corps. Ont-ils dépassé les 40 coups? C'est probable. Diapositive suivante. Pour la flagellation, un fouet, appelé flagrum, avait 2 lanières et 2 objets au bout de chaque lanière, soit des osselets ou des objets en plomb en forme d'haltère. Les Romains n'avaient pas à respecter les limites juives. Diapositive suivante. Il y avait 2 bourreaux. Celui de gauche était plus petit, son centre d'action était plus bas. Après cette flagellation, quand on le détache, la cohorte romaine lui met une couronne d'épines, après que Pilate le couvre d'un manteau rouge et le montre à la foule en disant « Voici votre roi ». Rien n'arrête la haine des Juifs et Pilate n'ose plus refuser la crucifixion. Il est presque midi. On ôte le manteau de Jésus, on lui remet ses vêtements et il va porter sa croix. Alors quand je dis qu'il va porter sa croix, on a un petit doute. Il semble plus probablement que Jésus ait porté uniquement le patibulum. Le patibulum, c'est sur la croix que vous avez là-haut, c'est la partie horizontale. Mais elle mesurait quand même 2 mètres de long par 20 cm de large et environ 7 cm d'épaisseur, ce qui représente un poids entre 50 et 90 kg selon la nature du bois et son degré d'humidité.
et les stipes, c'est-à-dire la partie verticale de la croix, restaient sur le lieu de la crucifixion. Et ce n'était pas une croix comme on voit ici, c'était une croix en tau, c'est-à-dire que le patibulum était en haut. Et pourquoi il était monté ainsi? Parce que par un système de tenons et mortels, c'est-à-dire de parties mâles et femelles, ça permettait un emboîtement simple et rapide. Les Romains, ils avaient l'esprit très pratique. Jésus, aidé par Simon de Cyrène, parcourra les 700 mètres pour aller au Golgotha. Il chutera avec sa croix, entraînant des excoriations des genoux. Alors Simon de Cyrène, il ne faut pas s'imaginer que c'était un quidam qui passait par là par hasard. Simon de Cyrène était un homme riche, influent, notable, puisqu'il était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le grand conseil religieux d'Israël. Et il semblerait bien quand même, que, vu ce qu'il a fait, qu'il était un disciple discret et caché de Jésus. Étant membre du Sanhédrin, il ne pouvait pas s'afficher avec Jésus. Diapositive suivante. Arrivé à son lieu de crucifixion, on lui arrachera ses vêtements, rouvrant ses plaies. Souvenez-vous de la sensation lorsqu'on vous arrache une compresse sur une plaie. Une fois nu, on le clouera sur la croix, d'abord les mains sur le patibulum, c'est-à-dire la partie horizontale, puis on le fera monter à reculons sur le stipe, partie verticale, puis on fixera le patibulum avant de clouer les pieds sur le suppédénaum. Alors, le suppédénaum, c'est une pièce de bois qui était fixée sur le stipe pour faire reposer les pieds. Mais ce suppédénaum, il avait une particularité, il était en biais. Il était taillé en biseau. Vous allez me dire, c'est bizarre de tailler en biseau pour reposer des pieds. Mais quand on va planter les clous, on va comprendre pourquoi. Effectivement, les pieds de Jésus ont été cloués par 2 clous dans ce qu'on appelle l'espace de Méra. C'est au milieu du tarse du pied. Et c'est un espace qui n'apparaît justement que lorsque le pied est en extension. Sur un pied à l'horizontale, vous n'avez pas l'espace de Méra. D'où l'importance de mettre un suppédénaum qui a cet aspect en biseau. Il semble que l'enclouage des bras se soit fait bras légèrement fléchis. Et on le voit au vu de l'angle des coulées de sang sur les avant-bras par rapport à la verticale. Il est environ midi, asphyxie lente, déshydratation. N'oublions pas que depuis hier, il n'a pas bu, pas mangé, pas dormi et qu'il a subi quelques violences. Tout cela va entraîner une acidose qui va provoquer des crampes, puis de la tétanie. C'est l'agonie. Le sabbat approche, période pendant laquelle, pour les Juifs, on ne doit pas se souiller en touchant du sang ou des morts. Il faut que les condamnés soient donc morts et enterrés avant le début du sabbat. On brise les jambes des deux larrons pour les empêcher de prendre appui sur les pieds, et c'est la mort par asphyxie en quelques minutes. Quant à Jésus, il est déjà mort, et le soldat lui perce le côté droit, d'où il sort du sang et de l'eau, parce que la lance était une lance plate et large, elle a traversé la plèvre et le péricarde, où il y avait des épanchements. Et les épanchements péricardiques ou pleuraux ne sont pas faits avec du sang en général, sauf cas rare, c'est fait avec du sérum, donc il n'y a pas de globules rouges, d'où cet aspect d'eau. Ensuite, ça a traversé l'oreillette droite et la veine cave supérieure. Et là, Joseph d'Arimathie réclame le corps. Alors avant, je voulais dire une petite... moi, ça m'avait posé question quand j'ai travaillé. Je dis, mais pourquoi ils sont allés percer du côté droit alors que le cœur est à gauche? Je dis, bon, eh bien non, c'était comme ça parce que c'est un soldat qui était venu planter la lance, et les Romains se battant avec des gens qui avaient des boucliers qu'ils tenaient de la main gauche, on leur apprenait, avec la main droite, à faire une espèce de demi-tour et de planter en latéral, par derrière le bouclier, pour aller taper dans le cœur. Et comme c'était un militaire, il avait le geste habituel. Voilà pourquoi je pense qu'on a percé le côté droit et pas le côté gauche. Donc là, Joseph d'Arimathie réclame le corps. Pour ça, il faudra le déclouer, le descendre de la croix, et là, c'est important, lui mettre un linge qu'on appelle le sudarion ou le mandilion sur le visage pour cacher son visage de supplicié. C'était une coutume juive, et c'est très important. Entre le moment où on le décloue et le moment où on va le mettre dans son linceul, dans le tombeau, il mettait ce linge. Et ce linge était posé sur le visage, il était assez grand, puisqu'il mesurait 83 par 53, et était fixé à l'arrière de la tête, dans les cheveux, par une épingle.
et sur le linceul, on a retrouvé un point de rouille. Alors, selon la loi juive, Jésus étant un supplicié, on ne pouvait pas lui couper les ongles et les cheveux, ni le laver. Dans certains textes, on dit qu'ils étaient pressés et qu'ils n'ont pas eu le temps de le laver. Non, comme c'est Joseph d'Arimathie et qu'il est membre du Sanhédrin, il fallait bien qu'il respecte les lois juives. Et ce sudarion, ou encore appelé mandilion, est conservé à Oviedo, en Espagne, et une étude américaine et espagnole montre les correspondances des traces et des taches de sang avec le linceul. Alors, il y avait un petit point sur lequel je vais quand même dire deux mots, parce que les exégètes du 19e et début du 20e siècle ont traduit le mot grec « autonia » par « bandelette » et non pas par « linge », qui est son deuxième sens. Alors, si on avait employé le mot « bandelette », on aurait fait de Jésus une momie égyptienne. Ce n'était pas tout à fait le cas. Mais maintenant, jusqu'à récemment, on n'avait pas de preuve des coutumes d'ensevelissement des Juifs au 1er siècle, car un an après l'ensevelissement des morts, les Juifs faisaient une réduction des corps dans un petit coffret qu'ils plaçaient dans une deuxième salle. Mais dans les fouilles du cimetière des Esséniens de Qumran, au bord de la mer Morte, on a découvert des corps dans des draps grossiers. Et en 2010, à Aceldama, on a découvert une tombe du 1er siècle avec des fragments de linceul couvrant le corps et la tête. On pense que cette personne ayant la lèpre, l'homme chargé de la réduction s'en est dispensé. Alors, l'image du linceul, propriété optique, diapositive suivante. L'image est un négatif. Ce fut l'étonnante découverte de Segundo Pia en 1898 qui entraîna la première étude scientifique du suaire. En développant ses premières photographies, il découvrit que ces négatifs montraient une image extraordinairement plus réaliste et plus précise de l'homme du suaire que celle qu'on avait par observation directe. Tout se passe comme si le négatif était un positif et inversement. Diapositive suivante. En positif comme en négatif, aucune information autre que celle contenue dans le sujet n'est rajoutée. Pouvons-nous pour autant en conclure que c'est une véritable photographie? Non. Car si l'image du suaire présente certaines propriétés du négatif, elle ne les a pas toutes. En particulier, l'absence de direction de la lumière qui aurait éclairé le sujet. Sur une photo normale, le sujet est éclairé et renvoie la lumière, ce qui donne le relief. Là, non. Diapositive suivante. L'image est isotrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de directionnalité de l'image. Quand vous faites une peinture, quel que soit le peintre, il a toujours un mouvement préférentiel qui est dû à l'anatomie du bras, avant-bras, poignet. Là, ce n'est pas le cas. L'image est à haute résolution. Sur le négatif du suaire, certains détails de l'image sont visibles et extrêmement précis, alors que sur l'image directe en positif, ils sont à peine décelables. C'est la définition de la haute résolution de l'image. Les traces de la flagellation en sont un exemple. Absence de saturation de l'image. L'imagerie moderne a montré l'absence de plateau de saturation. En d'autres termes, l'image n'apparaît en aucun point, ni sous, ni surexposée. Absence de distorsion, c'est-à-dire qu'aucune partie du corps n'est déformée en elle-même par rapport aux autres. Cela ne se peut que si les proportions de chacune des parties respectent la règle d'une projection orthogonale sur un plan. Ceci écarte l'hypothèse que l'image ait été faite par contact étroit avec une surface en relief, comme un bas-relief ou un gisant, car l'image obtenue a une distorsion évidente dans les zones où le relief est accentué, comme le visage. Absence de contour. L'observation fine du linceul en négatif ou en positif montre l'absence de contour de l'image. Les bords de l'image s'estompent progressivement, sans limite nette. C'est une propriété unique, jamais retrouvée dans les peintures ou sur les photographies. Là, nous allons aborder un sujet un petit peu... diapositive suivante, pardon. C'est la tridimensionnalité. C'est la propriété la plus connue et la plus étrange du suaire. Il existe une relation étroite entre l'intensité de la coloration de l'image en chaque point de celle-ci et la distance entre le suaire et le corps en ce point.
C'est en 1976 que Jumper et Jackson démontrent cette propriété grâce à l'analyseur VP8. Cet appareil, il l'avait conçu à la demande de la NASA pour donner du relief aux photos qui venaient de l'espace. Et cet appareil calcule une élévation d'une zone de l'image en fonction du caractère plus ou moins clair ou foncé de cette zone. En soi, il n'indique rien de la hauteur réelle de la zone en question sur le sujet photographié. Une zone claire de n'importe quelle zone photographiée apparaîtra en hauteur, même si elle est en creux sur le sujet photographié. Cette propriété est unique au SUR. Les conclusions s'imposent. Le corps est lui-même la source de lumière de l'image du SUR. Il est sa propre lumière. Alors, les apports des techniques de l'art anatomique, les partisans de la thèse de la peinture ont noté un certain nombre d'erreurs dans les proportions entre différentes parties de l'anatomie du corps, qui prouveraient ainsi qu'il s'agit d'un faux. Exemple, bras trop longs ou jambes trop courtes. Diapositive suivante. Dans l'hypothèse où le linceul aurait contenu un corps qui aurait été la source de lumière de l'image, ces anomalies s'expliquent parfaitement par la loi de la projection. Si le corps était à plat, ces anomalies seraient alors réelles. En revanche, si le tronc et la tête sont soulevés et non pas les bras, alors le tronc forme un angle avec cette surface et par projection orthogonale, il sera plus court, alors que les bras allongés auront une taille réelle. Rappelons-nous que Jésus est mort tétanisé, jambes légèrement fléchies, tête basse et tronc penché en avant. Comment un artiste du Moyen-Âge aurait-il pu créer une image en négatif quand on sait que l'invention de la photographie remonte au XIXe siècle, sans distorsion, isotrope, à haute résolution, tridimensionnelle, en ayant toutes les caractéristiques d'une image projetée verticalement sur un plan, en respectant les lois de la projection et de la perspective. Si cette image était une peinture, il faudrait qu'elle ait été peinte avec un modèle directement visible, donc un vrai corps de crucifié, car la connaissance en physiologie, notamment la circulation artérielle et veineuse, et en anatomie de l'époque, rendent impossible toute autre solution. Que cet homme crucifié soit représenté de façon différente des représentations du Christ en croix, ne serait-ce que l'emplacement des clous. Et il aurait fallu une véritable crucifixion d'un homme vivant, car les écoulements de sang le prouvent, il n'a pas pu être crucifié après sa mort. Que l'auteur ait peint volontairement en négatif pour rendre peu visibles les détails qui seront découverts avec la photographie. Qu'il ait peint en cachant l'information tridimensionnelle si précise qu'elle permettrait au XXe siècle de reconstituer sans distorsion le relief de l'homme qui aurait servi de modèle. Qu'il ait pu reproduire ce qu'il voyait sans faire intervenir la lumière, puisque les effets observés du relief ne sont pas créés, comme pour toute peinture, par des effets d'ombre et de lumière. Qu'il ait peint en connaissant les techniques de la perspective et de la projection orthogonale. Or, elles ne seront introduites qu'au XVe siècle par le peintre Dürer. Enfin, qu'il ait pu faire disparaître toute directionnalité de sa peinture. Alors maintenant, nous allons aborder le parcours du SUR. Parce que j'ai insisté sur ce parcours, parce qu'on nous a souvent dit « Ah mais oui, première apparition en France au XIVe siècle, 1347, à Lirey en Champagne, chez Geoffroy de Charny, voilà. » Mais que sait-on du SUR dans les premiers siècles? D'abord, nous avons l'évangile de Jean qui nous précise, et ça sera important pour plus tard, la disposition des linges. Le linceul est à plat dans la niche où a reposé le corps, et le mandilion est posé enroulé, attaché à côté. Nous avons d'autre part l'évangile apocryphe des Hébreux qui le mentionne, première moitié du IIe siècle. Diapositive suivante. En 315-340, le plus ancien témoignage connu signalant l'existence d'une image de Jésus serait celui de l'évêque Saint Épiphane de Salamine, dans une lettre à l'évêque Jean de Jérusalem, dans lequel il dit avoir vu dans une église d'Anablata, c'est une ville proche de Jérusalem, un voile portant l'image d'un homme qu'on disait être le Christ et que lui-même qualifiera de quasi-Christi. Une notion qui m'a intéressé, c'est qu'à la même époque,
le pape Saint Sylvestre Ier, 314-335, décrète que les nappes des autels ne seraient plus en soie, mais en lin, pour évoquer le linceul de Jésus. 315. Vers 340, Saint Cyril de Jérusalem, dans sa deuxième catéchèse, mentionne le linceul à plusieurs reprises. Donc, dès le IVe siècle, le suaire de Jésus est connu. 450-521, le chroniqueur Jacques de Sarougue rapporte dans un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris qu'en 405, Daniel de Galache alla avec un moine du nom de Marie à Édesse pour recevoir une bénédiction de l'image du Messie. Au 5e et 6e siècle, avec le développement des pèlerinages sur les lieux saints, d'autres écrits font état du linceul en divers lieux de la Palestine. Ainsi, en 420, Saint Jérôme en parle dans une note. Au 5e et 6e siècle, effectivement, ça marche mieux. Avec le développement des pèlerinages sur les lieux saints, d'autres écrits font état du linceul en divers lieux de la Palestine. Ainsi, en 420, Saint Jérôme en parle dans une note sur Jacques, le frère de Jésus. Plus tard, en 631, l'évêque de Saragosse en parle dans une lettre à l'abbé Thaïus. Diapositive suivante. C'est le Christ Pantocrator. C'est une peinture du VIe siècle qui est à Constantinople, au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Cette peinture a été étudiée par des spécialistes et ils ont noté 250 points de convergence avec l'image du linceul. Diapositive suivante. Alors là, c'est intéressant, c'est la légende syrienne en grec, syrienne et grecque d'Abgar V. Abgar V, il était roi d'Édesse, la ville qui s'appelle actuellement Urfa, dans la principauté d'Osroène, au sud-est de la Turquie. Et c'est une légende, mais qui a d'intérêt parce que souvent dans les légendes, il y a un fait qui est exact. Ce qui est exact, c'est que le linceul était à Édesse, mais pas à l'époque d'Abgar V. Et la légende dit qu'ayant entendu parler de Jésus, il aurait envoyé un émissaire demander à Jésus de le guérir de sa lèpre. Et Thomas aurait envoyé Thaddée avec l'image du linceul pour le guérir. En fait, le premier de la descendance d'Abgar, c'est Abgar VIII en 179, qui a pendant un moment s'est approché un peu de la chrétienté, dirons-nous, puisqu'on a trouvé une monnaie et frappé à son effigie avec une croix. Mais ça n'a pas duré, les suivants sont retombés dans toute autre chose. Par contre, ce qu'on sait avec beaucoup de précision, c'est en 384, une pèlerine du nom d'Eugénie était partie pour visiter tout le Moyen-Orient avec un carnet et elle notait très précisément tout ce qu'elle rencontrait au niveau religieux. Et arrivée à Édesse, elle visite Édesse avec l'évêque et elle ne mentionne pas le linceul. Vous pensez bien que si elle l'avait vu, elle n'aurait pas manqué de le signaler sur son carnet. Donc, diapositive suivante. On estime l'arrivée du linceul à Édesse vers 387-388. Et ce linceul, il venait probablement d'Antioche. Antioche, c'était la ville un peu concurrente d'Édesse. Et c'est pour ça que la légende avait fait une antériorité à l'arrivée du linceul à Édesse pour être en concurrence avec Antioche et montrer que c'était vraiment eux le berceau du christianisme au Moyen-Orient. Or, à Antioche, en fin 387, avait éclaté une émeute antifiscale. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui provoqua une répression brutale, poussant les chrétiens à migrer, notamment vers Édesse. Et c'est comme ça que le linceul est arrivé à Édesse. Ensuite, en 525, Justinien Ier, empereur byzantin, après la grande inondation d'Édesse qui a fait 30 000 morts, fait construire Sainte-Sophie d'Édesse pour y mettre l'image achéropoïète, c'est-à-dire non faite de la main de l'homme. Mais que voyait-on sur cette image? L'hypothèse, c'est que l'image est en fait le linceul plié 4 fois sur lui-même, soit 8 épaisseurs, et il était présenté dans un cadre fixe d'1,15 m par 0,53 m, ne montrant que le visage, placé dans un fleuron entouré d'un treillis. Et par-dessus, ils avaient mis l'image peinte sur un tissu à franges. Alors pourquoi avoir rajouté cette image peinte par-dessus l'image du linceul? Tout simplement parce que l'image du linceul est très peu nette.
En plus, dans une église, il n'y avait pas encore l'électricité. Et à l'époque, on était plus porté sur la résurrection du Christ que sur le côté crucifixion. Donc c'est pour ça qu'ils ont peint avec des couleurs vives un Jésus les yeux ouverts. Nous arrivons en 942. L'empire musulman des Abbassides est affaibli parce qu'il y a les assauts des Byzantins et déjà à l'époque aussi un affrontement entre les sunnites et les chiites. Du coup, l'empereur byzantin Lécapène envoie le général Kourkouas avec 80 000 chrétiens assiéger Édesse et il négocie Limoges contre 12 000 deniers. Le 18 août 944, le linceul arrive à Constantinople et quand je dis qu'il arrive à Constantinople, il est arrivé en grande pompe. Plusieurs bateaux, la foule, les religieux, ça a été une grande journée. Ils l'ont d'abord apporté à l'église des Blachernes, qui est au nord de la ville de Constantinople. Là, il est déposé dans l'église Sainte-Marie, puis ils lui font traverser la ville pour le palais impérial du Boucoléon, et le coffret serti de pierre est déposé à Notre-Dame-du-Pharos. Et Notre-Dame-du-Pharos, c'est une église qui jouxtait le palais, donc qui était bien gardée et bien surveillée. Alors, que contient ce fameux coffret? Diapositive suivante. On a une iconographie du XIIe siècle dans le manuscrit madrilène de l'historien byzantin Jean Skylistes, où on y voit la remise de l'image à l'empereur Lécapène. C'est un voile démesuré qui passe sur son épaule et pend à sa ceinture. Sur la diapositive suivante, sur une autre iconographie, on voit un voile beaucoup plus petit. C'est donc bien la preuve de deux objets, le linceul et le mandilion. Donc, du Xe au XIIe siècle, la coexistence est avérée. Le 16 août 944, l'homélie de l'archidiacre référendaire Grégoire à Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, c'est une église qui jouxte l'église du Pharos, fait une description du linceul et des taches de sang et de sueur de l'agonie. Diapositive suivante, nous arrivons au manuscrit ou codex de Pré. Alors Pré, c'est le nom du dernier possesseur qui était un jésuite au XVIIIe siècle. Et ce codex, il contient des dessins à la plume reproduisant les caractéristiques du linceul. La mise au tombeau, nous avons un Christ qui est nu, sa barbe est bifide, ses cheveux sont longs, l'emplacement des clous dans les poignets et non pas dans la paume, les mains croisées droite sur gauche, puisque l'image ventrale est inversée, et l'absence de pouce. Sur les deux diapositives suivantes, sur une autre miniature, on voit les 4 points de brûlure en équerre qui sont intérieurs à 1532, et sur l'autre, on voit le tissage en chevron. Diapositive suivante, Nicolas Mézarites. C'était un grand aristocrate qui avait été gardien du trésor de l'église du Pharos, où étaient gardés le linceul et le mandilion. Et c'était tellement bien gardé que même lors des visites des empereurs ou des gens très haut placés, on ne sortait pas le linceul. Et il se trouve, ce Mézarites, confronté en 1201 à une insurrection de Jean de Comnène. Et pour arrêter cet homme aux grilles du trésor, il énumère les 10 reliques sacrées par ordre d'importance. La couronne, le clou, le fouet de fer et en 4, le linge funéraire, précisant corps nu et embaumé. Nous arrivons en 1202, la 4e croisade, Robert de Clary. Alors une petite parenthèse, on s'imagine toujours les croisés des bons chrétiens, gentils, tolérants et désintéressés. Loin s'en faut. D'ailleurs, quand ils commencent à arriver dans la région, ils commencent par la Dalmatie. Là, ils arrivent dans la ville chrétienne de Zara et ils la pillent. Pourquoi ils la pillent? Parce qu'ils avaient une dette envers les chrétiens vénitiens. Puis, progressant, à la demande de l'empereur de Constantinople lui-même, Isaac de Ange, parce qu'il avait été destitué par son frère. Et ne pouvant lui-même reprendre le pouvoir, il demande aux chrétiens de faire le siège de Constantinople, en échange d'une forte récompense. Vous voyez le système. Et pendant cette période où on attend le versement de la récompense, Robert de Clary visite la ville et il assiste à l'église des Blachernes, le vendredi, à une ostension d'un linge sur lequel serait peint un visage.
La récompense promise n'ayant pas été payée en totalité, les croisés attaquèrent la ville, la mirent à sac, et notamment l'église des Blachernes, située à 4 km donc de l'église du Pharos, où se trouvait le trésor. Et le 16 mai 1202, les Latins font couronner à Sainte-Sophie Baudouin VI de Hainaut sous le nom de Baudouin Ier. Et en 1204, un dénommé Othon de la Roche, seigneur d'Athènes, en profite pour emporter le linge des Blachernes à Athènes, pensant avoir emmené le linceul. En 1205, Baudouin Ier est fait prisonnier par les Grecs et décédé en captivité. On arrive au 17 mars 1207, toujours Mézarites, gardien du trésor, il fait l'éloge funéraire de son frère et pendant cet éloge, il fait état de la présence du linceul du Pharos. Donc le 17 mars 1207, le linceul est toujours au Pharos. En 1238, pour payer les dettes, son successeur, Baudouin II, vend la couronne d'épines à Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, qui fera construire la Sainte-Chapelle à Paris pour la mettre. Et 11 ans plus tard, en 1247, deuxième vente, 22 reliques, dont le lot numéro 8, contenant la Sainte Toile dans un reliquaire du XIIe siècle, de 60 par 40 et 5 cm, comprenaient 2 compartiments, une pour le mandilion et l'autre pour le linceul, et chaque compartiment était fermé par une serrure. Et toutes ces reliques rejoignent la Sainte-Chapelle. En 1328-1335, on fait un premier inventaire à la Sainte-Chapelle, le linceul y est encore. Par contre, vous me direz 200 ans plus tard, 1534, sous François Ier, au cours d'un autre inventaire, toujours à la Sainte-Chapelle, plus de linceul. Donc on sait que la disparition du linceul est entre 1335 et 1534. Et c'est là qu'entre en scène Geoffroy de Charny, qu'il aurait reçu en cadeau de remerciement de Philippe VI à Amiens. Et effectivement, les historiens affirment effectivement que Philippe VI a bien séjourné à Amiens en 1347. Il était là pour reconstituer son armée contre la menace d'Édouard III d'Angleterre. Et pour remercier pour les services rendus, il reçoit, Geoffroy de Charny, reçoit 3 reliques de la Sainte-Chapelle. Le linceul, un morceau de la Sainte-Croix et un cheveu de la Vierge, mais pas le mandilion. Il faut savoir que les prélèvements à la Sainte-Chapelle étaient chose courante. 39 échantillons furent prélevés de Louis IX à Charles VI. Alors vous me direz, mais pourquoi un tel cadeau, le linceul, à un Geoffroy de Charny qui avait défendu Calais contre les Anglais, qui avait été fait prisonnier? Effectivement, il était nommé porte-étendard, membre du Conseil du roi, mais quand même. Eh bien, tout simplement parce qu'il existait à l'époque le linceul de Cadouin en Périgord, pour lequel le pape Clément VI accordait des indulgences. Et sous Philippe VI, il existait le linceul de Compiègne, qui était un cadeau du patriarche de Jérusalem à Charlemagne en 799. Donc on avait déjà 2 linceuls officiels. Celui-là, il sortait de 200 ans au fond de la Sainte-Chapelle. Ça ne posait pas un problème énorme. Donc Geoffroy de Charny fait construire à Lirey une chapelle de la Bienheureuse Marie en 1533, et c'est le début, un an plus tard, des ostensions, avec l'obtention pour les pèlerins d'indulgence du pape Clément VI. Mais comme toujours, surtout on est en France, donc les contestations arrivent de Pierre II d'Arcy, qui se plaint auprès du pape Clément VII, et en 1389, l'évêque Henri II de Poitiers conclut à un faux une simple peinture. Alors ça a ouvert des discussions, des procès, il a été jusqu'à faire appel au roi, et finalement, le pape Clément VII lui imposera le silence perpétuel. Alors je me suis posé la question, pourquoi cet Henri de Poitiers était aussi contre le linceul? Mais il faut regarder un petit peu ce qui se passe chez lui. Donc il est évêque de Poitiers, sa cathédrale a pris feu, elle a été détruite, il n'a pas d'argent pour la reconstruire, et pendant ce temps-là, dans la petite commune de Lirey, il y a un homme qui construit une église, il a l'approbation de l'évêque, et il fait des ostensions, donc payantes, et sa réputation grandit. Par contre, Geoffroy de Charny, après tout ça, meurt à la défaite de Poitiers en 1356.
Et en 1400, sa petite-fille épouse son cousin, à l'époque ça ne choquait pas, Humbert de Villeruxel, seigneur de Saint-Hippolyte. À cause des guerres, le linceul est mis en sécurité à Château de Montfort, puis à Saint-Hippolyte, à l'est de Besançon. Diapositive suivante. Marguerite de Charny a 60 ans, veuve et manquant d'argent, elle vend le linceul au duc Louis Ier de Savoie et à sa femme, Madame de Lusignan. Le linceul ira à Genève, puis à Chambéry. Alors quand je dis qu'il vend le linceul, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il n'avait pas, enfin, quand elle a vendu, pardon, le linceul, parce qu'on n'avait pas le droit de vendre une relique. Mais on s'arrange toujours avec la loi, surtout en France. Et donc, elle propose à Louis Ier de Savoie une location du linceul pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il devait le restituer, ce qu'il ne fit pas d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Chambéry. Et enfin, en 1578, l'archevêque de Milan, ayant entendu parler du linceul, avait décidé d'aller en pèlerinage à Chambéry pour voir le linceul. Mais il ne devait pas être d'un état physique extraordinaire, et Emmanuel Philibert de Savoie a fait transférer le linceul à Turin pour éviter à l'archevêque de traverser les Alpes. Voilà pour le parcours. Donc maintenant, on a fait le parcours depuis le 1er siècle jusqu'à Turin. Et on va aborder une autre partie de l'exposé, c'est la datation au carbone 14, qui est vraiment l'arme fatale pour les contestataires. Alors, je vais vous dispenser d'un cours de physique sur le carbone 14. Je vous en dirai quand même juste 2 choses. La première, c'est que le carbone 14, il est rare. On a un atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes de carbone 12. Et le carbone 14, comme il a 2 protons en trop, il est instable et radioactif. Et tous les 7500 ans, la moitié des carbone 14 se désintègre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un carbone 14 qui est aussi rare, je vais faire une petite métaphore pour vous expliquer. Si demain vous partez à Pékin ou à Bombay, c'est comme vous voulez, et vous allez compter les gens dans la ville pour faire savoir la concentration de la population. Bon, à Pékin ou à Bombay, si vous vous trompez de 100 ou 1000 personnes, la concentration sera juste. Si par contre vous allez au fin fond de la Corrèze dans un hameau et que vous vous trompez de 100, vous verrez bien que la différence va être catastrophique. Et le carbone 14, c'est ça. Il est tellement rare que le moindre erreur de comptage, soit erreur de comptage, soit un échantillon qui est pollué par quelque chose de plus récent, va donner des résultats complètement aberrants. Donc pour ça, une fois qu'on a l'échantillon, on compte le nombre d'atomes de 14 et on le fait passer par ce qu'on appelle la méthode AMS, c'est un accélérateur de masse par spectrométrie. On sépare les particules de carbone 14 de celles de 12, puis on fait le rapport entre ce qu'on trouve et la concentration atmosphérique en carbone 14. Sauf que la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère n'est pas stable, puisqu'elle dépend des humeurs du Soleil, d'une éventuelle éruption volcanique. Donc il y a des tables pour ça. Mais vous voyez la complexité, c'est pas vous ne mettez pas l'échantillon dans la machine et ça vous sort un ticket. Donc pour faire ça, c'est le STURP. Alors j'ai bien dit le STURP et pas le STUP, c'est pas parce que je fais une enquête policière que je vais varier mon propos. STURP, ça veut dire Shroud of Turin Research Project, c'est-à-dire que c'est un groupe de recherche sur le SUR qui est multidisciplinaire. Et leur étude va sur 3 axes, la formation de l'image, la conservation du linceul et l'authenticité. Mais, on est dans les complications, comme toujours, mais concernant la datation, après bien des controverses et des discussions, le programme interdisciplinaire est abandonné. La datation au carbone 14 sera faite par 3 laboratoires, Oxford, Tucson et Zurich. Le STURP est écarté et seul le British Museum restant garant de la bonne marche des opérations. L'Académie pontificale des sciences et l'archevêque de Turin n'interviendront pas, et Madame Fleury Lenberg, une des plus grandes spécialistes des tissus anciens, ne participera pas au prélèvement. Tous ces changements suscitent des protestations qui resteront sans effet. Alors le prélèvement des échantillons
l'endroit du prélèvement a été décidé sur place après 4 heures de discussion. Les 3 diapositives suivantes, les impératifs, ne pas abîmer le tissu, ne pas dénaturer l'esthétique, et il faut que la taille des échantillons soit la plus petite possible, mais d'un minimum de 50 mg pour chaque laboratoire. Donc ne pas prélever sur les zones pas sûres, telles que les bandes latérales, les zones brûlées, les zones restaurées, les zones trop manipulées. Or, un seul endroit est retenu, en bas à droite de l'image frontale, proche d'une zone manipulée, d'une zone brûlée, proche d'un coin du drap, et donc très manipulée dans le passé. Tout cela semble peu judicieux, car il aurait fallu répartir les prélèvements en plusieurs régions, le tissu n'étant pas homogène, et on sait que la qualité et la pureté des échantillons sont primordiales. Le choix de l'équipe, au départ, il y avait 7 laboratoires qui s'étaient proposés, mais Gove, qui est un physicien de l'équipe, n'en garde que 3, Oxford, Zurich et Tucson. Diapositive suivante. Alors là, c'est la contradiction et la valse des chiffres. La surface prélevée, 12,96 cm² selon Testor, celui qui a fait le prélèvement, et 7 cm selon le rapport officiel. Le poids annoncé, 540 mg, et sur le film qui a été fait pendant le prélèvement, la balance marque 478. Et si on multiplie la surface par la densité du linceul, on obtient 298. Testor et Riggi font le prélèvement, puis le coupent en 2, ce qui est normal, puisqu'il y a un échantillon qui reste comme témoin. Et ces deux morceaux, il y en a un qui pèse 144 selon Testor, 141 selon Riggi. Vous voyez le sérieux de la chose. L'autre morceau pèse 154,9 et donc il est coupé en 3 puisqu'il y a 3 laboratoires. Mais le problème, c'est que la somme des 3 ne fait plus 154 mais 158. Et pour se justifier, là on arrive dans des pantalonnades, pour se justifier, Testor dira qu'il avait pris les 3 morceaux sur le petit morceau de 144, mais comme il fallait au moins 50 mg pour chaque échantillon, si vous faites 3 fois 50, vous n'arrivez pas à 144, mais à 150. Et donc, il a rajouté un petit morceau du grand. Il faut savoir aussi que la contamination des linges anciens nécessite un nettoyage minutieux suivant un protocole très précis. D'ailleurs, le laboratoire de radiocarbone de Zurich, par défaut de nettoyage, avant l'étude, ils avaient fait des essais, avait daté avec une erreur de 1000 ans des tissus égyptiens et péruviens. Un corps viking vieux de 26 000 ans était daté de 5600 ans et un mammouth sorti du permafrost aurait pu accompagner Hannibal pour la traversée des Alpes. En plus, le linceul a été soumis à l'eau, au feu, à la fumée des bougies et à la contamination par les pollens lors des ostentations. Mais c'est surtout l'eau qui est importante parce que dès que vous mouillez un objet, c'est de l'eau récente qui est chargée en carbone 14 et donc vous rajeunissez l'échantillon. Encore plus curieux, pour des scientifiques, pas de protocole à l'aveugle. En avril 1988, chacun reçoit un échantillon du linceul, ce qui est normal, 2 échantillons témoins, mais, allons jusqu'au bout, au dernier moment, ils décident de rajouter un autre échantillon, prélevé sans l'autorisation du curé de Saint-Maximin, d'un morceau de la chasuble de Saint-Louis d'Anjou qui datait de 1296. Comme par hasard, ça correspondait à peu près aux dates qu'ils allaient trouver. Et en plus, cet échantillon, n'ayant pas pris de tube de protection scellable pour le transporter, ils l'ont mis dans une enveloppe. Encore plus fort, de plus, chaque laboratoire savait quel était l'échantillon du linceul, car c'est eux qui le préparaient et connaissaient en plus l'âge des échantillons de tissu qui servaient de référence, et naturellement celui qui était contenu dans l'enveloppe. En plus, ils refusèrent qu'un chimiste vérifie la pureté des échantillons après nettoyage. Pour la datation des échantillons, le représentant du Vatican ainsi que Testor et Riggi ne sont pas admis. Par contre, les caméras de la BBC et Gove, le fameux physicien, et se rajoute le révérend Sox, sont présents. Dès juillet 1988, des fuites paraissent dans la presse alors qu'Oxford n'a pas encore commencé ses mesures.
Et encore plus fort, 2 semaines avant la publication des résultats, le révérend Fox publie son livre « Le suaire démasqué ». Les résultats obtenus sont 1260, 1390, avec une fiabilité de 95%. La publication, 7 mois après, dans la revue Nature, se fera sans comité de relecture, ce qui ne se fait jamais, et aucune vérification de statisticiens. C'est pas possible pour une publication scientifique de procéder ainsi. D'ailleurs, si on prend le test statistique de Pearson, ce qu'on appelle le Q2, la dispersion des nombres est telle qu'elle interdit de faire la moyenne, le niveau de signification étant de 5% pour que les échantillons datés soient identiques. Alors pour le labo de Tucson, la date la plus récente est 1355, c'est-à-dire que le lin n'a pas encore poussé que Geoffroy de Charny montrait la relique aux fidèles de Lirey. Sur les 8 tests, il n'y a que 8 tests puisque Oxford n'a pas encore fait son test. Donc il y a 3 laboratoires qui ont chacun les tests plus le témoin. Il existe un tel écart que seuls 4 sont retenus pour en faire la moyenne sans attendre les résultats d'Oxford. On verra en plus que l'interprétation peut être influencée quand on connaît l'historique des échantillons. En 1988, le docteur Titt publie que sur 100 résultats, seuls 18 ont été publiés et encore plus fort, 82 écartés comme étant des cas aberrants. On aurait aimé qu'ils nous disent qu'est-ce qu'un cas aberrant pour se permettre d'en écarter 82. En 1993, le professeur en statistique Jouvenroux publie que personne ne saurait accepter les conclusions publiées dans Nature sur les bases statistiques retenues, car il y a une confusion entre moyenne et moyenne pondérée. Si vous faites l'agrégation en moyenne de séries de résultats au détriment des valeurs brutes, vous réduisez la dispersion. Et Jouvenroux a repris les calculs avec les données brutes et il arrive à la conclusion que le lin a été récolté entre 30 et 1820. De plus, en 1996, on va découvrir des moisissures qui auraient pu rajeunir le linceul et dans la zone de prélèvement, on découvre qu'il y a eu une zone de ravaudage. Et c'était les religieuses de Clarisse qui avaient passé des fils de lin sans nœuds pour réparer au mieux le linceul. Dernier élément, c'est les tests de la vanilline. La vanilline, c'est un produit de dégradation naturelle de la lignine qui est présente au nœud de croissance du lin. Son taux diminue avec le temps et le test est négatif sur le suaire comme sur les rouleaux du parchemin de la mer Morte, alors qu'il est positif sur le tissu de Hollande qui a servi à renforcer le linceul et sur d'autres lins médiévaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en 2013, on a de nouvelles méthodes de datation et le professeur Fanti de Padoue a établi que les polysaccharides constituant la cellulose des fibres de lin se dégradaient proportionnellement avec le temps, modifiant ainsi sa structure. Donc il va prendre 3 méthodes pour la datation, une spectrométrie infrarouge, une spectrométrie de Raman et les essais mécaniques de résistance. Pour déterminer une courbe d'étalonnage, il prend 20 échantillons de tissus anciens qui sont pris dans les musées, dont les âges varient de 3500 avant Jésus-Christ à nos jours. Seulement 13 furent retenus, les autres trop pollués furent retirés. Les résultats donnés avec la spectrométrie infrarouge, moins 59 et plus 219 pour un tissu de la forteresse de Masada qui a été détruite en 1973, et pour les quelques fibres du linceul récupérées sur les prélèvements qu'a fait Raes et le Sturp, les résultats étaient entre 300 avant et 400 après Jésus-Christ, avec un niveau de confiance de 95%. Fanti admettait que le fait que l'incendie pouvait modifier la donne. Avec la spectrométrie de Raman, on obtenait entre 700 et 300 après Jésus-Christ. Restaient les tests mécaniques de résistance, la solidité du tissu diminue avec l'âge. Les résultats furent entre 1 et l'an 800, avec les mêmes réserves dues à l'incendie. Fanti conclut en faisant les moyennes que les fourchettes de datation de la fabrication du linceul
était à plus ou moins 250 autour de l'an 1, avec un niveau de confiance de 95%. En juin 2017, le CNRS a examiné une fibre imprégnée de sang au microscope électronique. Il conclut en la présence de créatine et de ferrihydrite, preuve que la victime du linceul avait subi de grandes souffrances. Enfin, en avril 2022, par une méthode au rayon X appelée WOX, mesurant le vieillissement de la cellulose, a conclu que le linge datait du 1er siècle. Cette méthode a l'avantage d'être non destructrice, donc répétitive, et se fait directement au niveau de la fibre, écartant ainsi toute pollution de l'échantillon. Diapositive suivante. Maintenant, nous allons étudier le tissu. Donc le tissu, c'est du lin. On a vu qu'il mesurait 4,40 m par 1,10 m, mais ses dimensions correspondent à 8 par 2 coudées juives. Une coudée est égale à 54,6 cm et on a une baguette en bois conservée au musée de Petrie à Londres qui en atteste. Le lin est un végétal dont on tire une filasse, puis on la peigne pour en tirer des fibres parallèles. Ensuite, il est filé, puis on tord sur un fuseau les fibres entre elles pour les unir. On obtenait des dispositions en S. Or, le suaire, on a des dispositions inverses en Z. C'est probablement dû à l'utilisation de 2 fuseaux. Ensuite arrivait le blanchiment. Dans l'Antiquité, on blanchissait après le tissage. Au Moyen Âge, on blanchissait avant le tissage, écheveau par écheveau. Diapositive suivante, le tissage. La technique sur un métier à tisser consistait à attacher des fils verticaux, fils de chaîne, puis à faire passer horizontalement les fils de trame entre les fils de chaîne. Sur le suaire, chaque fil de trame passe sous un fil de chaîne, puis au-dessus de 3 fils de chaîne, et ainsi de suite. Le fil de trame au-dessous est décalé d'un fil de chaîne, et ceci 40 fois de suite, puis le sens est inversé. Cela donne l'aspect en chevron. La comparaison entre la toile de Hollande et le patch ayant servi à rapiécer le linceul en 1530 et le linceul d'autre part montre des différences significatives. Les tissus médiévaux sont beaucoup plus efficacement blanchis, beaucoup plus réguliers que sur le suaire, qui montre des irrégularités et des défauts de tissage. John Tyrrer, directeur des recherches textiles à Manchester, déclare « L'impression que j'ai retirée est que le tissu du suaire est de fabrication beaucoup plus primitive et plus ancienne que la toile de fond et que les patchs. Cela me fait exclure que le suaire soit du Moyen Âge. » Alors le coton, c'est Gilbert Raes, en 1973, sur un échantillon, il découvre des fibres de coton en profondeur. Et ce coton est du type Gossypium herbaceum. C'est une variété originaire du Moyen-Orient. Et il a une spécificité parce qu'il a 8 spires, alors que le coton américain en a de 18 à 30. Et ceci a une double importance. D'abord, ça montre que le tissu présente une certaine inhomogénéité, ce qui gêne la fiabilité de la datation selon le lieu de prélèvement. Et il y a du coton, mais on n'a pas trouvé de laine, ce qui correspond à la loi juive, ne pas tisser le végétal et l'animal sur le même métier. Alors prenons comme hypothèse de départ que le linceul soit un faux du Moyen-Âge, puisqu'ils l'ont daté au carbone 14 et qu'il déclare l'avoir vu pour la première fois à Lirey en 1357. Le faussaire en question est un génie désintéressé, car il n'a fait qu'un faux. Mais quel faux! Nous avons vu les caractéristiques du tissu, dimension en coudée juive, tissage en chevron, en lin, à l'époque où en Europe on ne tisse pas le lin, et avec juste un brin de coton d'origine moyenne-orientale, quasiment invisible, sauf avec un microscope qui n'existait pas à l'époque. Et l'étude au microscope va révéler 2 éléments, diapositive suivante. La présence de pollen. C'est Max Frey, en 1973, c'était un criminologiste suisse qui a inventé le recueil d'indices microscopiques par bande adhésive. Et il avait de grandes connaissances sur les pollens. Il fut autorisé à faire des prélèvements sur 12 sites sur le linceul.
Ayant vu que les pollens étaient en profondeur, il appliqua une forte pression sur ces adhésifs, tout en écartant les fibres. Il examina les échantillons, mais ne fit pas de comptage du nombre de grains de pollen par unité de surface. Il découvrit 58 spécimens de pollen différents, 45 de Jérusalem et ses environs, 13 d'Istanbul, 12 d'Iran, 7 d'Arabie, 18 des steppes d'Anatolie, 18 de l'ensemble du bassin méditerranéen, 6 du Sahara et 9 de diverses régions d'Afrique du Nord et enfin 17 originaires de France ou d'Italie. Alors en 1978, soyons complets et objectifs, le STURP, avec la même méthode, recueille 27 échantillons supplémentaires dans lesquels on ne trouvera que peu de pollen, d'où une polémique. Mais en 1986, Paul Maloney, membre d'une organisation américaine dédiée à l'étude du suaire, a obtenu de la veuve de Frey de pouvoir prélever 4 échantillons. Il fut découvert que 95% des pollens se trouvaient dans la bande adhésive où Frey avait exercé la plus forte pression. Donc les pollens étaient bien en profondeur. En 1998, un spécialiste israélien en palynologie, Ulrich Baruch, reprit l'étude et confirma les résultats de Frey. Quoi qu'il en soit, le linceul contient des pollens visibles au microscope provenant des régions européennes et du Moyen-Orient, et en particulier de Jérusalem. Diapositive suivante, la boue, l'aragonite. La macrophotographie a montré sous les talons une grande quantité de poussière agglomérée dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'aragonite, dont l'étude minéralogique faite par Levi-Sethi a montré de grandes similitudes avec l'aragonite de Jérusalem. Les mêmes traces d'aragonite ont été retrouvées sur les genoux et le nez, mais nulle part ailleurs. On peut donc conclure que l'homme du Suaire a marché pieds nus et que ses genoux et son nez ont eu un contact avec le sol suffisamment fort pour que la poussière s'y incruste, chute en avant sans pouvoir se retenir. Détail troublant, concordant avec le récit de la Passion et uniquement visible par macrophotographie. Je vous rappelle que le faussaire date du Moyen-Âge. Alors, l'image du linceul. Les propriétés physico-chimiques, l'étude du STURP en 1978 avait pour objectif principal de vérifier l'hypothèse que ce puisse être une peinture. Les résultats, la caractéristique générale de l'image, superficialité, l'image résulte d'une coloration jaune sépia au niveau macroscopique et jaune paille au niveau microscopique, très superficielle du lin, seules les fibres de surface et dans un fil, seules les fibres les plus extérieures sont colorées. Monochromie, discontinuité, dans un même fil, des fibres colorées côtoient des fibres non colorées. Et la coloration provient uniquement du nombre plus ou moins grand de fibres colorées par unité de surface, et non pas d'une plus ou moins grande intensité de coloration des fibres. Alors l'étude de l'incendie de 1532, le suaire était enfermé dans un coffret d'argent, un violent incendie se déclare, faisant fondre la partie du métal argent, témoignant de la très haute température. Le linceul porte des traces de brûlure et beaucoup d'auréoles dues à l'eau utilisée pour l'éteindre. Le STURP étudia les composants des peintures utilisées au Moyen-Âge et portées à ces températures-là. Si ces peintures avaient été portées à ces températures, il y aurait eu pyrolyse, avec entre autres formation de formaldéhyde très réactif, d'hématite, l'oxyde de fer, utilisé dans l'ocre rouge, se serait transformé en magnétite noire. Et la plupart des produits de pyrolyse sont solubles dans l'eau, elles auraient donc été entraînées par elle. Or, rien de cela. L'image montre strictement les mêmes propriétés à distance ou proche des brûlures. Ce point est capital et c'est un argument majeur contre la théorie de la peinture médiévale. La spectrométrie n'est pas en faveur de l'utilisation de pigments dans l'image. Aucune fluorescence infrarouge ou ultraviolette ne trahissent la présence de molécules organiques ou inorganiques habituellement utilisées dans les peintures. La fluorescence au rayon X, comme la radiographie, montre l'absence de différence significative entre les zones images et les zones non-images.
ce qui explique que l'image ne peut pas être attribuée à une application de peinture à base de pigments minéraux. Les conclusions du STURP: l'image n'est pas une peinture. Absence de pigments, absence de traces de diluants à cause de la superficialité, ce qui ne sera pas le cas pour les taches jaunes que l'on va étudier et qui seront du sérum, absence de direction préférentielle, imprégnation superficielle discontinue, point par point, d'une taille du micron sur des fibres de quelques microns. Il aurait fallu un peintre sans peinture, ni diluant, ayant un pinceau dont la pointe ne serait pas visible à l'œil nu et qui aurait imprégné la surface des fibres de fil qui sont microscopiques, pas visibles à l'œil nu, et peintes de façon discontinue. Les données récentes, en 2000-2004, de Rogers et Arnoldi, la formation de l'image n'est pas sur la cellulose du lin, mais elle résulte d'une réaction chimique oxydation-déshydratation au niveau d'une fine couche d'impuretés recouvrant l'ensemble du suaire. Sur les anciens métiers à tisser à la main, les fils de chêne étaient enduits d'amidon pour faciliter le tissage, puis la pièce finie était lavée avec du savon naturel à base de saponaire, rincée, puis mise à sécher au soleil. Malgré le lavage, il reste des résidus plus ou moins hydrolysés de saponine, d'amidon et d'impuretés qui, en séchant, ont créé cette fine couche. Ce sont donc des complexes de différents types d'hydrates de carbone qui sont plus réactifs que la cellulose et donc demandent moins d'énergie pour leur oxydation et leur déshydratation. Les deux diapositives suivantes, on va aborder l'étude anatomo-physiologique du suaire. Notre faussaire médiéval est décidément très fort, car en plus de l'image en négatif, il nous a rajouté une image en positif. Hormis les traces de brûlure avec patch, hormis les taches d'eau ayant servi à éteindre les incendies, nous avons deux autres types de taches. Les taches rosées, au contraire de l'image, elles ont traversé le tissu, elles sont délimitées par un trait, elles ont progressé par capillarité et ont collé les fibres entre elles. L'analyse montre la présence de fer, composant du sang, d'hémoglobine, de porphyrine, d'albumine, composant du sérum, d'immunoglobuline et de bilirubine. Alors la présence de bilirubine en quantité s'explique par la souffrance physiologique intense qui entraîne une destruction des cellules hépatiques. Et c'est cette présence de bilirubine qui fait la couleur rosée et non pas noire comme du sang séché. Et on a même défini le groupe sanguin AB, groupe rare, 5% de la population, un peu plus fréquente au Moyen-Orient. Parce que cette couleur rosée, elle avait beaucoup servi aux gens en disant « mais si c'était du sang, ça serait noir ». Ça paraît logique, hein, une vieille croûte, c'est noir. Mais c'est l'interaction avec la bilirubine qui a fait cette coloration. Il a fallu découvrir la chimie du sang pour arriver à comprendre. Et les taches de sang ne sont pas du sang frais, car les images seraient en étoiles. Et là, elles sont en bornette. Donc, selon Barbet, un chirurgien, c'est le décalque des caillots par l'humidité qu'ils contiennent. Alors, l'étude selon Barbet, qui était un grand chirurgien, qui a écrit le livre « Les 5 plaies du Christ » et en 1950 « La Passion du Christ », d'après lui, il s'agit d'un homme d'1,80 m, bien bâti, cheveux longs, barbu, moustachu, de race blanche. Dans le dos, les cheveux retombent jusqu'au niveau inférieur des omoplates, donnant l'impression d'une queue de cheval, un peu le style Baba Cool. Or, ce détail n'a jamais été représenté sur une image du Christ et n'est connu que depuis le début du XXe siècle, 1920, Gressman a montré que c'était une coutume de l'Antiquité. Les deux diapositives suivantes. Alors, la couronne d'épines, on a un écoulement de sang dû à des plaies ponctuelles dans les cheveux et sur le front. Et d'après les photos d'Henriet, 1931, 12 photos de grande résolution, Barbet conclut que ce n'était pas une simple couronne, mais un véritable casque de torture garni de pointes acérées et qui était maintenu par un bandeau de jonc ou de paille dur, comme la relique. C'est intéressant, là, sur la photo, si vous regardez en bas de la photo, on s'aperçoit qu'en fait, la couronne d'épines de la Sainte-Chapelle, on ne voit pas beaucoup d'épines, mais on voit ce tissage. Et en fait, ça, c'est le bandeau. Il mettait le casque de torture, et pour pas qu'il s'échappe, c'est ce bandeau qui le tenait.
Les deux diapositives suivantes, on a une fracture de l'os nasal, excoriation et tuméfaction de la pommette droite et des arcades, et on distingue deux caillots. L'un est à la racine des cheveux et descend vers l'arcade. C'est du sang veineux, veine frontale. L'autre à droite, aussi à la racine des cheveux, mais descend en deux coulées, fines, distinctes, provenant de l'artère frontale. Parce qu'une artère, ça gicle par poussée. Donc, selon la position de la tête, ça faisait deux traînées. Et la connaissance de la double circulation veineuse et artérielle date du XVIIIe siècle. Et les plaies artérielles montrent que les blessures ont été faites du vivant du supplicié, car après la mort, les artères se vident, ce qui écarte l'hypothèse de l'utilisation d'un cadavre par le faussaire. Diapositive suivante, le tronc, une plaie face latérale droite est béante. Lorsqu'une plaie est béante, c'est qu'elle est post-mortem. Et on a un écoulement de sang et de sérum qui vient de l'écoulement du péricarde et de la plèvre. Alors les diapos suivantes, les 4 diapos suivantes, sur le dos, on retrouve les marques de la flagellation et sur l'épaule droite, la trace du patibulum ainsi qu'en travers du dos. Concernant les membres supérieurs, l'avant-bras, les coulées sur les deux avant-bras sont séparées de 20 à 30 degrés et vont des poignets vers le coude. Et l'angle de ces coulées avec la verticale oscille entre deux positions, 55 et 75 degrés, correspondant au moment où le supplicié pousse sur les pieds et tire sur les bras pour respirer. La diapositive suivante, le poignet présente une plaie du carpe dans l'espace de Desto, dans les os du poignet et non de la paume. Dans sa partie centrale, entre les deux artères et sur le trajet du nerf médian, provoquant la flexion du pouce par la contracture du muscle de l'opposant du pouce. Sur les membres inférieurs, les deux rotules sont excoriées, la droite plus que la gauche. Le talon droit a une plaie en creux consécutive à la marche pieds nus. Diapositive suivante, la plaie du tarse entre le scaphoïde et le deuxième cunéiforme, espace de Mera, qui est un espace virtuel, comme je vous avais dit, et qui n'apparaît que sur un pied à l'extension. Et là, sur cette image, on a deux types de taches de sang, des coulées fines vers les orteils et une tache post-mortem vers le talon quand on l'a décloué. Alors, l'enlèvement du corps, l'intégrité des images sanguines, quand on arrache un pansement, on déchire le caillot, on arrache des fibres de compresse qui restent sur la plaie. Or, sur le suaire, il n'en est rien. L'image des caillots est intacte. Diapositive suivante, encore plus curieux, l'image du corps et les empreintes laissées par le sérum et le sang ne sont pas strictement superposables. C'est l'hypothèse de Chaussé. Les deux images ne sont pas faites en même temps. On a d'abord le décalque des empreintes sanguines quand le suaire épousait la forme du corps, puis l'image du corps quand le suaire était à plat, c'est-à-dire que quand il y a eu la décorporation, le suaire était horizontal. Si on prend cette hypothèse, empreinte du sang puis projection orthogonale, et qu'on les reporte sur l'image du linceul, les deux images se superposent. Et pour conforter cette hypothèse, l'image n'existe pas sur les taches de sang. Donc, ces dernières ont été faites avant les autres. Alors, on avance. Les autres images, les deux diapositives suivantes, ce sont les monnaies. Sur le suaire, on a l'impression que les yeux sont globuleux et présentent un strabisme convergent. Il a fallu attendre 1978 et l'étude tridimensionnelle pour découvrir qu'en fait, ce sont deux piécettes que l'on posait sur les yeux des morts. Il s'agit d'un lepton de 17 mm, denier ou obole, et on y voit inscrit les lettres YCAI, composant la légende du lepton de Tibère César. La houlette de berger est la marque des pièces battues sous Ponce Pilate, préfet de Judée de 26 à 36. On a retrouvé sur un lepton la date 16, donc 16e année du règne de Tibère, qui a commencé en 14. Ce lepton a été frappé en 30 de notre ère. Donc l'image du suaire date de Ponce Pilate, pas avant car la piécette n'existait pas, et pas plus tard, car cette piécette de très petite valeur, n'ayant plus cours, elle n'avait aucune raison d'être conservée. Diapositive suivante, les inscriptions.
Suggérée en 1979 par Ugo Lotti, l'étude a été menée par Mario et Anne-Laure Courage de l'Institut d'optique d'Orsay et on distingue plusieurs inscriptions non écrites de la même main et pas au même moment et en langues différentes. En 1979, du côté gauche, INSEE, abréviation de In Nesem Ibis, soit tu iras à la mort ou tu es condamné à mort. Du côté droit, De Nazaré, abréviation de Nazarénus, signifiant habitant de Nazareth ou nazaréen. En 1982, Dubois confirme les inscriptions en latin et découvre l'existence de caractères grecs PEZW. La présence simultanée de caractères grecs et latins était fréquente au 1er siècle. Les érudits romains parlaient le grec. Ces bandes auraient pu être le fait de l'huissier qui procéda au scellement du tombeau et aurait mis ces inscriptions légales lorsque Pilate dit aux Juifs « Vous en avez la garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez ». En 1995, André Marion et Anne-Laure Courage de l'Institut d'optique d'Orsay ont numérisé les clichés avec traitement informatique et ont découvert 2 bandes en U apparaissant le long desquelles sont disposées des écritures. Les lettres SB, sceau de Baudouin, roi de Constantinople, qui fait don de la relique à Saint-Louis en 1239, et Nafno Epsilon, caractère signifiant nazaréen. Alors, on va arriver presque à la fin, mais je voulais parler sur les 2 diapos suivantes d'un enterrement royal. Parce qu'on a souvent dit que Jésus avait été enterré vite fait, bien fait, parce que le temps pressait. Et en fait, Joseph d'Arimathie, donc membre du Sanhédrin, et Nicodème, qui était un notable aussi, et Jean, voulaient rendre hommage à Jésus. Et déjà, alors, on a souvent dit que c'était l'achat du tissu. On a un petit doute parce que la veille de la Pâque, les magasins, je ne sais pas s'ils étaient tous ouverts. Et les spécialistes en tissu ancien ont estimé que la durée de la confection de ce tissu était de 800 heures. Donc vous imaginez bien qu'un tissu qui demande 800 heures de travail devait coûter un prix exorbitant. Et selon certains spécialistes, la torsion en Z et la qualité du tissu laissent à penser qu'il a été prélevé dans les réserves du temple, qui servaient à la confection des vêtements solennels du grand prêtre pour le Kippour. Nicodème, autre riche notable, il arrive avec 35 kilos de myrrhe et d'aloès pour oindre le corps, mais sans le laver, ni lui couper les ongles et les cheveux, car la loi l'interdisait pour un supplicié. En 2010, en identifiant le pollen le plus répandu sur le linceul, 29%, comme étant Helichrysum, ces petites fleurs jaunes d'or, qui appartiennent aux astéracées. La botaniste Marzia Bois pense qu'une couronne de fleurs aurait été posée brièvement sur sa tête. On a découvert le long du corps des petits bouquets de fleurs de jardin bleu ou mauve auxquels on a donné des noms savants, notamment le Chrysanthemum coronarium, le chrysanthème de nos cimetières. Enfin, il ne faut pas oublier que ces pièces de monnaie sur les paupières étaient réservées aux personnalités de haut rang. Voilà, j'en terminerai par quelques mots, je serai bref, sur les 2 autres vêtements, à savoir la tunique d'Argenteuil. Alors, la tunique d'Argenteuil, ce n'est plus un linge funéraire, mais c'est un vêtement qu'aurait porté Jésus, à même la peau, sur le chemin de croix. C'est une chasuble en laine de mouton, de couleur brune, rapiécée, abîmée et mangée par les mythes. Le morceau le plus long mesure 1,22 m par 90 de large. Elle serait arrivée en Occident au IXe siècle, envoyée par l'impératrice Irène de Constantinople à Charlemagne, comme présent à leur futur mariage, qui n'a pas eu lieu, et qui à son tour l'aurait offert à sa fille Théodrade, abbesse du monastère d'Argenteuil. On a une similitude des taches de sang du groupe AB. 9 sur 10 peuvent se superposer et l'escoriation au niveau de l'épaule droite aussi. Concernant le suaire d'Oviedo, et j'en terminerai par là, il est conservé dans la cathédrale d'Oviedo. C'est un linge funéraire qui a toujours porté le nom de Sudarion Domini. Ce n'est ni une mentonnière, ni une sainte face. Il mesure 85,2 par 52,9. Il est fait d'un linge assez archaïque et il servait à couvrir, comme je vous l'ai dit, le visage des suppliciés
au moment de la descente de la croix et jusqu'à l'ensevelissement, où il était retiré pour mettre le corps dans le linceul. En 616, fuyant les Sassanides, un moine du nom de Philippe Ier l'emporte en Afrique du Nord, à Carthage, puis à Carthagène, et plus tard, en 636, à Tolède et enfin à Oviedo. Il fuyait la montée des envahisseurs. Max Frey confirme l'origine moyen-orientale des pollens et son périple méditerranéen. L'étude des taches révèle le groupe AB et l'origine du sang et de l'eau provenant. On pense que Jésus, au moment de mourir, il a fait ce qu'on appelle en médecine un œdème aigu du poumon. D'où sur le mandilion cette grande quantité d'eau et de sang. Parce que quand on fait un œdème aigu du poumon, on se met à mousser. Et il y a des grandes quantités qui jaillissent. Donc en conclusion, 3 tissus du même groupe, rares, AB, une chance sur 8000. Et juste pour info, 3 phénomènes miraculeux, celui de l'Anciano en Italie, il y a 13 siècles, celui en 1976 à Betania au Venezuela, celui en 1996 à Buenos Aires en l'église de Santa Maria, et enfin celui en 2004 à Alberolo, dans les Pouilles. Ces 3 hosties miraculeuses qui étaient tachées de sang sont du groupe AB et on a trouvé des fibres myocardiques. Voilà. 70 points de convergence entre le suaire sur sa face et le linceul et 50 pour le revers. Voilà, j'ai terminé. J'espère que maintenant vous repartirez avec suffisamment d'éléments pour vous faire une opinion fondée et je suis content d'avoir pu vous aider à faire ça.